Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdemoiselles les étudiantes, messieurs les étudiants, il m'est agréable de vous inviter à cette séance sous forme d'un séminaire relatif à la matière du semestre 4 intitulée Histoire des idées, pour laquelle j'aborderai principalement la thématique de l'existentialisme. Je me permets d'abord de remercier l'opportunité qui m'a été donnée d'assurer ce séminaire et de vous indiquer que, comme vous pouvez le constater, nos autorités de tutelle, à travers le ministère, à travers la présidence, à travers la faculté et tous leurs représentants et le corps professoral, ainsi que le personnel administratif et les éléments du service technique, ont tenu à assurer pour vous un contenu didactique et pédagogique qui soit à même de vous permettre de valider correctement les acquis théoriques et méthodologiques, vous permettant plus tard de pouvoir affronter dans les meilleures dispositions les examens, Inch'Allah. La séance d'aujourd'hui portera sur l'existentialisme, pour la principale raison que le XXe siècle a été marqué de l'empreinte de l'existentialisme athée, parce que nous parlerons aussi de l'existentialisme chrétien, avec la figure emblématique de Jean-Paul Sartre, et pour laquelle nous aurons en conclusion un certain nombre d'éléments en rajout comme mode de dépassement de cette philosophie spécifique au milieu du XXe siècle. Le déroulé de cette séance sera de la manière suivante. L'existentialisme athée, on parlera d'abord de l'existentialisme chrétien. Donc grand 1, nous verrons, si vous le voulez bien, ceux que j'appelle les précurseurs, ceux qui sont des fondateurs plus ou moins avérés et plus ou moins actifs. Nous ferons un certain nombre de distinctions à ce niveau-là. Donc grand 1, les précurseurs. Grand 2, nous parlerons de Jean-Paul Sartre, la figure de sartrienne. Grand 3, nous parlerons de l'existentialisme chrétien contemporain, pas de l'existentialisme du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et de l'Antiquité, existentialisme chrétien, mais là, le contemporain. Et nous verrons qu'il y a très peu de représentants et qu'au fond, ça a été un phénomène légèrement minoritaire. Et grand 4, nous parlerons de la critique existentielle et de la psychanalyse existentielle. Voilà, je pense qu'il est bon de vous dire que le déroulé de la séance se fera de la manière suivante, ce qui serait peut-être intéressant pour vous de vous munir d'un stylo, d'une feuille de papier, en vue de prendre en note un certain nombre d'éléments que je vous donnerai pour pouvoir les garder. Vous savez qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent, donc vous pourrez noter un certain nombre de citations, un certain nombre de références et d'exemples sur lesquels je serai amené à développer des explications et des argumentations. Donc vous munir de matériel de prise de notes, c'est une chose essentielle. Je parlerai d'un certain nombre de choses et j'insisterai probablement sur des aspects particuliers que j'estime être essentiels. En général, je dis à mes étudiants que lorsque j'insiste sur quelque chose, c'est que vraiment il y a quelque chose ici, une aspérité thématique ou structurelle ou problématique, et que celle-ci doit être absolument prise en compte par les étudiants et que probablement elle fera l'objet d'une évaluation ou ne serait-ce que d'un rapport de questionnement, soit didactique, soit peut-être sous la forme évaluative. Voilà. Donc commençons, si vous le voulez bien, cette définition de l'existentialisme. Et si on parle de l'existentialisme, vous voyez bien que la racine du terme, le radical, vient du mot existence. Et ce terme qui peut sembler pour tout un chacun évident, pose déjà en lui-même, d'un point de vue de la formation du mot, de l'étymologie, un problème. Pourquoi? Parce que si on devait définir qu'est-ce que l'existence, eh bien, il faudrait peut-être la définir selon une acception qui soit une acception usuelle, c'est-à-dire existence, exister, c'est le fait d'être. Ça signifie, exister, ça signifie ce qui possède une consistance, ce qui possède une réalité. J'existe, vous existez. Il n'existe plus, il est mort, il est parti, il n'existe plus. Donc ça, c'est d'un point de vue générique et global. Si on passe à un niveau philosophique de la notion d'exister, on aura toujours cette idée que
l'existence relève de l'être, l'être, le verbe être, hein, et puis l'être, l'individu être, la catégorie être. Et on pourrait dire en philosophie que tout ce qui existe est, et tout ce qui est existe. Et vous voyez bien que là, ça signifie que tout existe, et que même le non-existant existe. S'il n'existe pas matériellement parlant, il existe quand même en termes de mots et d'idées. Et là, ça me renvoie déjà à ce que Descartes disait. Il disait, quand j'imagine le centaure, Buraq, je ne fais pas advenir le centaure d'une manière matérielle. Il n'existe pas, le centaure, pour la société occidentale, à l'époque et même maintenant. Mais je fais advenir le centaure, cette créature mythique, fabuleuse, avec une espèce de licorne. Eh bien, le centaure n'existe pas matériellement, selon Descartes, mais il existe dans ma pensée, dans l'idée que j'en ai. Et ça nous renverra un peu plus tard, fin 19e, début 20e, parce que Husserl avait dit, il a dit, en pensant à l'univers, je puis avoir la certitude que je pense à l'univers, mais point du tout que l'univers existe. Donc vous voyez, les choses sont pensées, la relation de l'une à l'autre n'est pas toujours évidente. Et vous allez voir que ce prolégomène à l'existentialisme va nous amener à devoir réfléchir sur un certain nombre de catégories référentielles et organisationnelles du monde. Voilà, si vous le voulez bien, grand 1, les précurseurs, c'est-à-dire ceux dont j'avais déterminé une relation de fondation plus ou moins directe avec l'existentialisme athée. Dans ces précurseurs, nous avons des existentialistes chrétiens. Dans l'Antiquité, on est absolument obligé de convoquer la figure de Saint Augustin. Saint Augustin, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin, algérien de l'Antiquité, berbère, converti au christianisme, prêtre, platonicien, adepte de la scolastique. Et ce qui nous intéresse chez Saint Augustin, c'est surtout qu'il a publié des confessions. Il a été celui qui a le premier mis en avant une espèce d'autobiographie dans laquelle il a tenu à dire tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il vivait, pour ne rien cacher de lui par rapport aux relations qu'il entretenait avec l'autre. Et là, ça a été un élément existentiel et existentialiste antique, entre guillemets. L'un des fondateurs d'un ethos, d'une espèce d'être. Et Saint-Augustin aura influencé, beaucoup plus tard, au XVIe siècle et au XVIIe, il aura influencé à la fois Martin Luther, les protestants, Jean Calvin, il aura influencé Jansénus, celui qui a permis l'émanation du jansénisme au XVIIe siècle, avec, nous le verrons, Blaise Pascal, et aussi Descartes. Le deuxième existentialiste que l'on pourrait déterminer au XVIe siècle serait peut-être Blaise Pascal. Blaise Pascal, mathématicien, logicien, qui a publié les Provinciales, qui a publié les Pensées, qui s'est converti à un moment particulier de son existence, lors d'un épisode particulier aussi, qui a tout à la fois vécu un certain nombre d'épisodes plus ou moins en rebond. Il a été d'abord libertin, puis a connu dans une nuit la révélation a connu, et il s'est converti au catholicisme. Et donc, pour lui, ce qui est intéressant dans la pensée pascalienne, à part le pari pascalien, c'est que sans Dieu, l'homme est perdu. Il est malheureux. Pascal ne peut pas concevoir l'existence humaine en dehors de la présence de Dieu. Et si Dieu n'existe pas, ou si on pense qu'il n'existe pas, eh bien l'homme, dans cette attitude un petit peu négative, ne peut concevoir sa vie que sous forme de divertissement. Pour oublier sa finitude, pour oublier le néant, pour oublier le là, il doit se divertir. Donc il doit quelque part se leurrer, s'illusionner. Or, pour Pascal, il est essentiel d'aller vers Dieu à travers le pari dont je vous avais parlé tout à l'heure.
Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe, ce philosophe, ce chantre de l'herboristerie, cet écologiste, ce primitiviste, celui à qui on doit le concept de contractualisme, le rapport entre le citoyen et la société, celui qui a procédé à une démarche inductive, nous intéresse, nous, en ce sens qu'il a mis en place, à travers des confessions, à travers des mémoires, il a mis en place un journal intime dans lequel lui aussi a illustré son existence personnelle. Il n'a voulu rien omettre, rien cacher de son existence. Et il est entré dans les détails de sa vie personnelle, la plus intime, la plus dérangeante, etc. Et si vous voulez avoir une vision éclairante de Jean-Jacques Rousseau et de sa démarche expositive, hein, et même excessive à certains moments, je vous recommande la lecture d'un critique littéraire spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, qui est Jean Starobinski, dans un ouvrage qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle. Vous aurez ici un aperçu de la philosophie rousseauiste. Si nous passons au XIXe siècle et que nous quittons la France pour aller au Danemark, nous sommes obligés de parler de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard est pour nous, et pour bon nombre de spécialistes, l'ancêtre direct de l'existentialisme. Søren Kierkegaard, philosophe, théologien, voyageur, observateur à Copenhague, et quelqu'un qui a toute sa vie philosophé, qui a mis sa vie au service de la philosophie et sa philosophie au service de la vie. Il est opposé à quelqu'un qui aura été son maître et son mentor, le chantre de sa réflexion philosophique, qui était Hegel, dont je parlerai dans quelques minutes. Kierkegaard s'est opposé à la philosophie hegelienne, et surtout à ce que Hegel nommait le tragique de l'existence quotidienne. Hein. Kierkegaard a démonté le raisonnement hegelien, et je reviendrai sur ce démontage dans quelques minutes, si vous le permettez. Si vous voulez avoir un aperçu enrichissant sur la chaîne Arte, qui s'appelle Kierkegaard, qui revient sur la vie de Søren Kierkegaard et de la formation de sa philosophie à travers un certain nombre de relations qu'il a pu entretenir avec des personnes de son entourage. Et comment c'est quelqu'un qui est parti à la recherche d'un certain nombre d'interrogations fondamentales. Donc Arte, documentaire, vous tapez Kierkegaard et vous avez 1h20 de documentaire. Ce documentaire n'aborde pas la dimension existentialiste de Kierkegaard, mais plutôt sa biographie et sa sphère un petit peu privée. Mais très intéressant parce que c'était quelqu'un d'assez complexe, pour ne pas dire compliqué. Hegel, quelqu'un qui était un siècle auparavant, fin 18e, début 19e, milieu 19e, est un philosophe allemand. Il a étudié la philosophie allemande au séminaire de théologie protestante. Il a enseigné à Berlin et auparavant à Iéna. C'est quelqu'un qui a fait sien l'aphorisme de Goethe, qui avait dit au début était l'action, à la différence de ce que les évangiles avaient indiqué en disant au début était le verbe. Pour Hegel, reprenant Goethe, eh bien la pensée, le logos, sont aussi synonymes d'action, de liberté. Et à ce moment-là, on voit que déjà Hegel lui-même s'oppose à Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui parlait de l'en-soi. Et à ce moment-là, Hegel établit un distinguo en disant que effectivement l'en-soi est un élément prégnant, mais qu'il fallait lui adjuver le pour-soi. Je donne un exemple. Par exemple, cette bouteille d'eau, elle a un en-soi. Elle existe en dehors de moi. Seulement, je ne peux pas concevoir ce récipient aquatique en dehors de ma perception visuelle, de ma perception sensorielle et aussi de ma perception idéale.
cette bouteille existe sans moi, en dehors de moi, elle a une existence propre, mais quoi que je fasse, lorsque je l'appréhende, eh bien, je l'intègre en moi. Donc c'est la grande différence entre Hegel et Emmanuel Kant. Donc pour lui, Hegel, le concret, c'est effectivement ce que je vois, c'est évident, mais c'est aussi tout ce qui enferme et renferme une réalité incarnée. Hein. Le concret n'est pas que ce qui est matériel, c'est ce qui est composé d'une réalité intrinsèque. Je vous renvoie pour plus d'analyse aux démonstrations philosophiques à foison sur le net, aux cours, aux séminaires, aux tutoriels, etc. Revenons-en, si vous voulez bien, à cette espèce de rixe qui a opposé Kierkegaard vis-à-vis de son mentor Hegel. Voilà ce que Kierkegaard dit de Hegel. Il dit, et je le cite, le raisonnement hegelien est splendide, sans la moindre défaillance logique. Mais cette philosophie ne vaut rien du tout et ne peut servir à rien. À ce moment-là, on peut se poser la question, mais pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que, selon Kierkegaard, l'homme raisonne à coups d'idées. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'une idée? Une idée, c'est le fait que la philosophie humaine ne colle pas avec la vie. La philosophie humaine combine juste des formules pour que Kierkegaard. Elle n'est d'aucune utilité. La philosophie, c'est un échafaudage, un assemblage de concepts logiques, alors que la vie est une chose concrète. La vie échappe à tout concept logique. Si vous voulez une métaphore, la vie serait comme une espèce de rivière, de filet d'eau que l'on voudrait saisir entre les doigts et qui donc serait impossible à retenir. Et ça, c'est le départ d'une pensée existentialiste, qui est que, d'après Søren Kierkegaard, ce qui n'existe pas n'est pas. Kierkegaard établit aussi une distinction entre ce qu'il appelle la peur et la crainte, par rapport à Hegel, dont je vous avais parlé, par rapport à l'angoisse du quotidien. Kierkegaard distingue la peur, qui est quelque chose de fondé, de matériel. On a peur de quelqu'un, on a peur de quelque chose, hein, qui est quelque chose qu'on a par un danger devant soi. La crainte, elle, est irraisonnée, irrationnelle. Exemple, la peur du néant, la peur de la mort. Tant qu'on est vivant, on a peur de la mort. Une fois qu'on est mort, on n'aura plus peur, ça devient mort. Et pour lui, eh bien, pour Søren Kierkegaard, vivre, c'est vivre dans la crainte. Et à ce moment-là, eh bien, Kierkegaard dit, l'homme ne doit pas penser son existence de façon impersonnelle, mais avec la totalité concrète de sa subjectivité. Hein. Au fond, c'est ce que disent un certain nombre de spécialistes d'astrophysiciens, de spécialistes de l'astronomie. Ils disent, voyons, lorsque je regarde les étoiles, l'univers, eh bien, je suis un sujet regardant vers l'extérieur. Mais je dois aussi incorporer la vision que j'ai de ce spectacle comme étant moi-même faisant partie du spectacle. Hein. Si depuis la Terre, je regarde dans un observatoire situé dans une montagne de l'Eurica, je regarde les étoiles, eh bien je les vois de loin, mais je dois aussi me dire que je fais partie de ce système et que je suis incorporé. Je vais faire une espèce de remise en question du point de vue à partir duquel je regarde ces éléments extérieurs. Et à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire en terminant que Søren Kierkegaard a rejeté les concepts qui existaient durant son époque de vérité objective, de vérité abstraite, rationnelle, etc. C'est quelqu'un qui a voulu considérer la théologie selon une attitude poétique contre un christianisme dogmatique.
hein. Et ça lui a, d'un point de vue personnel, porté un certain nombre de préjudices du point de vue la manière dont il a été perçu et la manière dont il a été accepté par l'académie scientifique, par l'environnement. Voilà. Passons, si vous le voulez bien, à un autre philosophe qui est Karl Jasper. 19e, fin du 19e, milieu du 20e. Philosophe allemand, psychopathologue, métaphysicien. Lui, il a développé les thèmes existentialistes de Kierkegaard. Lui, il affirme que l'existence, c'est une détresse, c'est une tension, c'est un risque, mais c'est aussi la possibilité d'exercer une audace, une foi qui n'est pas forcément chrétienne ou croyante, mais une foi qui serait pragmatique, philosophique, constructive. Hein. Et il a déterminé, selon lui, que l'homme, hein, l'être humain, était mu par une originalité irréductible. Martin Heidegger, pareil, fin 19e, milieu du 20e, philosophe allemand, lui, il a refusé l'étiquette d'existentialiste, mais il a influencé Jean-Paul Sartre. Il rejette la perspective humaniste. Pour lui, l'objet de la philosophie, ça n'est pas l'homme, mais l'être, l'individu et l'être, l'étant. Pour lui, sa thèse, c'est que, au fond, la situation de l'homme, elle est angoissante. Pourquoi ? Parce que la conscience de l'existence, eh bien, entraîne une espèce de perception du néant. Et qu'à ce moment-là, tout ceci, eh bien, va entraîner quelque chose de négatif qui va envelopper l'être. Alors, grand 2, si vous le permettez, Jean-Paul Sartre, philosophe français, ô combien connu, 1905-1980, à la fois essayiste, romancier, enseignant, autobiographe, critique littéraire, agrégé de philosophie, quelqu'un qui a jeté les bases de ce qu'on a appelé l'existentialisme athée. Jean-Paul Sartre a développé une morale de l'engagement politique, personnel, d'un point de vue, comment dirais-je, même personnel, lui-même aura été sur tous les fronts dans la décolonisation et dans la défense des minorités. En mai 68, nous reviendrons sur sa vie et sur son parcours. Donc c'est quelqu'un qui a aussi mis en avant la morale de la responsabilité. L'homme est responsable de sa présence, de ce qu'il fait, de sa vie dans le monde. Et c'est aussi quelqu'un qui a développé une philosophie de l'histoire. Une philosophie de l'histoire qui est empruntée à celle qu'a pu produire Karl Marx. Il a beaucoup étudié Marx, il était lui-même marxiste, et donc il a mis en place une espèce de vision synthétique des forces en présence dans l'histoire de l'humanité, d'un point de vue des relations entre catégories sociales, et tout ce qui est du point de vue de l'idéologie des rapports de force, des combinatoires pouvant les faire se mouvoir les unes contre les autres ou les unes par rapport aux autres. Karl Marx a développé la thématique heideggerienne. À partir de quel présupposé ? Surtout à partir d'une espèce de relation, comment dirais-je, à un concept que serait l'aliénation. L'homme est forcément aliéné de par sa position dans le monde, dans son existence. On développera tout à l'heure ce concept. Et surtout, à cette idée de nausée de l'être. C'est pas pour rien qu'il a écrit la nausée. Hein. Il dit que prendre conscience de l'être, de l'étant, ne peut amener qu'une espèce de nausée existentielle, philosophique, matérielle, etc. Jean-Paul Sartre a fait un certain nombre de recherches de critique littéraire et il a développé ce qu'on a appelé la psychanalyse existentielle. J'y reviendrai dans la partie finale de cette intervention didactique. Il a publié à la fois les mots, l'être et le néant, sur lesquels je reviendrai. Voyons, si vous voulez bien, d'abord, le premier sous-paragraphe consacré à l'existentialisme athée sartrien, qui est le rapport entre existentialisme et humanisme. Au fond, ce que dit Sartre, c'est que l'existence est une donnée. Elle est irréductible, elle est préalable à toute expérience. Il a dit, l'existence précède
l'essence. L'existence précède. On existe d'abord, après, on donne un sens à sa vie. La vie, avant la vie, n'a pas de sens pour lui. Et on n'a pas d'essence. D'accord? On est, après on fait. On n'a pas été conçu pour un plan philosophique, divin, etc. Pour Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, eh bien, l'existence ne se déduit pas. Elle ne se démontre pas. Elle est là tout simplement. Elle s'impose à la conscience comme une donnée irréductible, qui est préalable à toute expérience. Et ça va nous amener à considérer, dans le deuxième sous-paragraphe, la condition humaine. Ça renvoie à un livre d'André Malraux, la condition de l'homme. L'homme, il surgit dans un monde sans l'avoir voulu, sans l'avoir choisi. Et il surgit dans un monde au milieu d'autres réalités humaines. Ce qui veut dire que toute conscience humaine, elle existe pour soi. Face à quoi? Face à un en-soi. Les autres. Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Eh bien, cet en-soi, il est opaque, il est imperméable, il est opposé. Il vient buter contre moi. Il m'oblige à me positionner de quelconque manière que ce soit. Donc l'homme humain est plongé dans des conditions historiques et matérielles, une époque, un système donné, qui vont définir sa situation. Et à partir de cette situation spatio-temporelle, l'homme devra donner un sens à son existence. Ça veut dire que, pour Jean-Paul Sartre, nous sommes livrés à nous-mêmes. Chacun doit et se doit de se construire. Il n'y a aucun secours à espérer, à attendre, de quelque horizon que ce soit. L'infini, le vide, le néant, rien. Vous pouvez lancer un appel, aucun écho ne vous sera donné. Eh bien, à ce moment-là, si vous n'êtes pas existentialiste, vous ne pouvez que ressentir le désespoir. Tout homme est désespéré et sa situation, elle est désespérante parce qu'il est condamné à mort et parce qu'il n'a pas choisi d'être en vie. Et cette conscience de notre totalité, eh bien, de notre finitude, elle engage notre responsabilité la plus profonde. Et si nous ne le faisons pas, d'après Sartre, eh bien nous allons aller vers une situation qui serait angoissante et pour laquelle il faudrait trouver une réponse. Ce qui nous renvoie à ce qu'on avait déterminé tout à l'heure, qui est que sans divertissement, l'homme qui ne croit pas, eh bien il va tomber dans une espèce de négativisme et il va se morfondre. Ça voudrait dire dans un petit c du sous-paragraphe que pour l'existentialisme sartrien, athée, il y a une responsabilité de l'homme. L'homme est responsable. Responsable par rapport à quoi? Par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il fait de sa vie, par rapport à l'histoire, au monde et par rapport à l'existence. L'homme, il assume sa responsabilité dans le plein sens de l'exercice de sa liberté. Et si cet homme s'égare dans ce que Sartre appelle des utopies, le folklore, la croyance, la culture, etc., eh bien, s'il renonce à affronter la réalité de sa situation, à donner un sens à son existence, s'il renonce à être lui-même, s'il se retranche derrière des traditions, des habitudes, eh bien, dit Sartre, l'homme succombe à la mauvaise foi. Quelque chose qui est explicité dans son ouvrage dont vous avez fait part tout à l'heure, L'être et le néant, la mauvaise foi. Au fond, pour Sartre, il existe un choix originel qui est imposé par chaque situation. Ce choix, il nous engage, nous et autrui. Et il n'existe aucune échappatoire ni aucune dérobade possible. Et même l'abstention, le refus de ne pas choisir, n'est pas un choix, d'après Jean-Paul. Donc pour Jean-Paul Sartre, il n'y a de véritable action que dans l'authenticité. Pour lui, cette authenticité, elle doit passer par une analyse objective des situations. Des situations qui sont toujours neuves, toujours émergentes
et qui sont ménagés par la vie. Une vie qui est toujours en perpétuel devenir. Et donc, il existe un devoir pour l'homme de faire face, de chercher pour chaque problème une solution qui convient à notre dignité. Et au fond, eh bien, la morale sartrienne, elle devient ce que je fais de ma vie et ce que je me permets d'inventer dans mon existence à chaque instant. Chaque décision que je prends, chaque action que j'institue va m'engager, va me responsabiliser par rapport au monde, par rapport à autrui et par rapport à ma destinée, hein, par rapport à ce que je construirai, à ce que je créerai et aux liens que j'entretiendrai, les liens de responsabilité, les liens de subordination que j'entretiendrai avec le monde environnant. Et là, dans une capsule à venir, nous allons pouvoir déterminer un certain nombre d'aphorismes sartriens qui vont nous montrer la complexité de la saisie de l'existence par rapport à la morale et à la philosophie qui tendrait à la développer et à l'envelopper selon un schéma que je qualifierais d'idéal, de conceptuel, hein, philosophique, de structurel. Voilà. Donc je reviendrai dans quelques minutes sur un énoncé sartrien sur lequel nous allons pouvoir développer une interprétation de la morale existentialiste. Et ensuite, nous passerons à une forme un petit peu plus ambivalente de ce qu'aura été l'existentialisme chrétien contemporain.